Jean-François Delfraissy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Professeur Delfraissy, président du Conseil scientifique. Jean-François Delfraissy, le président de la République diagnostiqué positif présente de légers symptômes, positifs au coronavirus, fièvre, toux sèche. Est-ce un rappel contre le relâchement ? Tout d'abord, on va lui souhaiter bon rétablissement. Permettez-moi de lui souhaiter un prompt rétablissement, oui. Parce qu'on a besoin de notre président. Bon, et ensuite, oui, ça permet de montrer que, quelle que soit la situation des personnes, le virus est présent et il y a un risque. Donc, les mesures de distanciation doivent être prises par tout le monde et par chacun d'entre nous. Ça permet de rappeler qu'il faut respecter les gestes barrières, mais que ce n'est pas si facile, Jean-François Delfraissy. C'était tout le problème, finalement. Non, bien sûr, c'est pas si facile. Et on sent bien que notre société, que nos concitoyens ont du mal, et qu'ils ont envie de souffler à l'occasion des fêtes. Et pourtant, c'est bien ça l'enjeu. L'enjeu est de dire attention. On a une situation actuelle où il y a du virus qui continue à circuler de façon relativement importante après ce deuxième confinement qui était différent du premier. On est à 18 000 cas à peu près de nouvelles contaminations, donc plus. Donc attention. Oui, je vais y revenir. Alors je vais y revenir. Nous allons regarder la situation, nous allons parler des vaccins, nous allons parler des traitements, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, me semble-t-il. Nous allons regarder la situation. Évidemment, tout le monde va tenter de savoir comment le président de la République a été contaminé, probablement lors d'une réunion européenne. Rappelons d'ailleurs que la contamination ou que les premiers symptômes surviennent combien de temps après la contamination, à peu près ? Ils surviennent dans un délai de 5 à 7 jours. 5 à 7 jours, oui. Et en sachant que, et c'est là l'énorme enjeu de ce virus, plus de 50% des personnes qui sont infectées sont strictement asymptomatiques, ne présentent aucun symptôme. Rien. Elles ne Même présentent pas de fièvre, pas de tout. Rien du tout. Rien. Et d'une part, et puis deuxièmement, au début de l'infection, même quand on va présenter ensuite des signes, on peut avoir une période de 2-3 jours qu'on appelle les présymptomatiques, où on ne présente rien. Puis les signes vont arriver après. Donc l'enjeu, il est là en fait. L'enjeu, c'est que d'une part, il faut qu'on arrive, bien sûr, que les personnes qui ont des signes s'isolent très vite, font un test diagnostique, mais surtout s'isolent très vite. Et puis, par ailleurs, comment fait-on pour trouver ces personnes asymptomatiques ? Voilà, c'est le vrai problème. Je vais aller voir ma famille pour Noël. J'ai envie de passer un test. Je dois le passer quand ? 2 jours avant de partir, 2 jours avant, 2 ou 3 jours avant la rencontre ? Le Conseil scientifique a émis un avis il y a quelques jours là-dessus pour dire d'abord, premièrement, essayons, si vous voulez voir votre famille, en particulier les grands-parents, les personnes qui sont à risque, de vous auto-isoler, c'est-à-dire de ne pas multiplier les déplacements, de ne pas multiplier les contacts à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, puisqu'on sera dans les 5 à 6 jours avant la période de Noël, premièrement. Deuxièmement, est-ce que ça vaut le coup de passer un test ? Si vous avez des symptômes, oui, il faut passer un test. C'est un test à visée diagnostique. Mais si je n'ai aucun symptôme ? Mais si vous n'avez aucun symptôme, deux cas de figure. Vous avez bougé, vous avez pris des risques, vous avez éventuellement été en contact avec quelqu'un dont vous vous soupçonnez. Il est légitime à ce moment-là de passer un test. Ce test doit être plutôt un test de RT-PCR. Si vous êtes strictement asymptomatique, que vous avez pris les précautions, que vous avez fait attention, un test ne sert à rien. Un test ne sert à rien. Faudra-t-il porter un masque à la maison pendant les fêtes ? Il faudra le porter au maximum. Moi, je vais être comme tous les Français. J'ai décidé de scinder la famille en 2, de limiter à moins de 6 et de limiter même le temps passé avec la famille. Et j'essaierai de garder le masque. Mais je sais bien que c'est difficile. Je sais bien que c'est difficile de manger en portant un masque ou de boire une coupe de champagne en portant un masque. Donc, gardez votre masque autant que faire se peut, comme vous pouvez le faire. Bien, le 24, il n'y aura pas de couvre-feu. Fallait-il imposer un couvre-feu le 24 comme le 31 ? Écoutez, ce sont des décisions politiques, ce ne sont pas celles du Conseil scientifique. Il me semble que cette fête de Noël est quand même quelque chose
très fort dans le modèle français. Il faut la préserver. Et il faut la préserver. Bien. Professeur Jean-François Delfraissy, regardons la situation, parce que finalement, elle est assez inquiétante. On dit, chacun se dit, ça va mieux, la situation est sous contrôle, on est sur un plateau. Non, les derniers chiffres de ces derniers jours sont inquiétants. Oui, est-ce qu'ils sont inquiétants, Jean-François Delfraissy ? On a un virus qui continue à circuler de façon forte alors qu'on sort d'un deuxième confinement. Par exemple, à la sortie du premier confinement, début mai, on était à moins de 5000 nouveaux cas par jour. On était avec ce fameux R0 qui était autour de 0,7 ou de 0,8. Ce n'est pas le cas actuellement. On a dépassé 1. Donc le virus circule. Il circule de façon relativement importante. Ce n'est pas qu'en France. C'est au niveau de l'Europe. Ça, je vais vous en parler. Il y a une circulation du virus qui est liée à quoi ? Qui est liée à la fois, peut-être, au fait qu'on n'a pas pris suffisamment, nous tous, moi le premier, vous aussi, des mesures de distanciation, mais aussi au fait que ce virus, c'est un virus respiratoire, qu'il est sensible à la température, qu'il est sensible à l'humidité ambiante, et que, regardez ce qui s'est passé en début d'année 2020. Le virus a commencé à sortir à partir de janvier, puis ensuite en février. Donc c'est bien un virus qui a un caractère un peu saisonnier, associé à l'environnement du climat. Et il aime, ce virus, les espaces confinés. On va en reparler, mais la situation. Alors, la situation, c'est une progression du nombre de cas. En France, c'est une légère augmentation du nombre de personnes en réanimation. C'est donc une inquiétude. Est-ce que nous nous dirigeons vers une troisième vague début janvier, vers le 10 ou 15 janvier ? Écoutez, en tout cas, il va falloir le regarder avec une très grande attention. Et notre avenir, il est en partie dans nos mains. Moi, je le dis aux Français, c'est-à-dire qu'on est à la fois avec des fêtes entre guillemets qui sont très différentes. Il faut que on en ait tous conscience des fêtes habituelles de fin d'année. Et puis ensuite, notre avenir d'une vague qui pourrait survenir au mois de janvier. C'est nous qui le construisons ou pas. C'est là où c'est très difficile. Dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Plus on prendra, plus on fera attention, plus on essaiera de pas trop se contaminer dans une ambiance familiale ou amicale, eh bien plus on a de chances de pouvoir éviter un phénomène de troisième vague dès la mi-janvier. Mais le Conseil scientifique s'attend à une troisième vague. D'après ce que j'ai lu. Il n'y a pas de raison. Vous ne vous êtes jamais trompé depuis le début. Je le dis parce que vous avez été très critiqué. Je parle du Conseil scientifique globalement. Très critiqué, je ne parle pas de Jean-François Delfraissy. Vous avez été très critiqué, mais vous ne vous êtes pas trompé. Et là, je lis, vous craignez et vous pensez qu'il y aura une troisième vague en janvier. On va le prendre autrement. On va dire qu'il faut tout faire pour que nous n'ayons pas une troisième vague. Donc, il y en aura une, mais si on est adulte, si on se comporte bien, on peut l'éviter. On peut l'éviter en partie et la casser en partie. Il faut qu'on arrive bien sûr à passer dans une certaine mesure un peu les fêtes. Chacun a besoin de souffler un tout petit peu et en faisant attention à ce qui va se passer début janvier. Et début janvier, on va pouvoir ensuite, à ce moment-là, regarder et immédiatement prendre des décisions qui permettront de lutter contre cette troisième vague. Vous dites aussi 2021 ne sera pas vraiment différent de 2000, du moins les premiers mois. Nous vivrons de la même manière, Jean-François Delfraissy. Oui, alors, là, je m'inscris dans une vision un peu stratégique. Oui. La France a besoin d'avoir une vision, de savoir où elle va, me semble-t-il. Et il y a eu un espoir majeur qui est donné par les vaccins. Oui. C'est un espoir majeur. Je me ferai vacciner contre le Covid-19. À l'inverse, si on regarde la capacité que nous allons avoir en France, mais aussi dans les autres pays européens, à nous vacciner, il va falloir du temps. On va d'abord vacciner les personnes les plus fragiles pour éviter, les phénomènes de mortalité qui, je vous le rappelle, sont liés chez les personnes les plus âgées et les plus fragiles. Et puis ensuite, on vaccinera le reste en population générale. Il y a 22 millions de personnes plus fragiles en France. Il va nous falloir probablement jusqu'à mai pour les vacciner. Et puis ensuite, on discutera de la vaccination en population générale. Mais est-ce qu'on aura suffisamment de doses de vaccins, Jean-François Delfraissy, pour vacciner 22 millions de personnes jusqu'au mois de mai ? Ça va être... On ne va pas être en phénomène de restriction, mais la production de vaccins
va être plus lente que celle qu'on avait imaginée il y a 15 jours ou 3 semaines, disons les choses comme elles sont. Oui. Il y a eu une surprise. Est-ce qu'on va manquer de vaccins? Est-ce qu'il y aura pénurie de vaccins? On n'aura pas de pénurie de vaccins, mais on aura quelque chose qui va être plus étalé dans le temps. Plus de retard dans la vaccination. Donc probablement, il va nous falloir pour les 22 millions de personnes les plus à risque, je dis autour du mois de mai, et en population générale, vous imaginez que ça va être beaucoup plus tard. Donc pas avant l'automne, en population générale. Pas avant l'automne. En termes de stratégie, ça veut dire qu'on a d'un côté un espoir fort avec le vaccin, et c'est ça qui va nous sortir de Covid-19, et inversement, on a 6 mois à passer encore difficiles, 2021 ressemblant à 2020, et en particulier les 3 ou 4 premiers mois, parce que ce virus, une fois de plus, est sensible au climat. Ça veut dire qu'on ne retrouvera pas une vie normale, théoriquement, c'est encore de la théorie, avant l'automne 2021. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il va falloir s'habituer à vivre encore avec ce virus dans les conditions dans lesquelles nous vivons, probablement des couvre-feux, ou même des reconfinements, Jean-François Delfrécy, des périodes de couvre-feu, de reconfinement, d'ici l'automne. On va essayer quand même d'avoir une construction plus intelligente que nous ne l'avons eu jusqu'à maintenant, parce qu'on connaît mieux ce virus, on connaît mieux là où on s'infecte. Vous avez vu les résultats de l'étude de l'Institut Pasteur et d'Arnaud Fontanet. Je vais y venir tout de suite là, et donc, il faut ne pas opposer, entre guillemets, une vision strictement sanitaire que je porte avec le Conseil scientifique, c'est notre rôle, mais aussi commencer à la construire avec une vision aussi respectant l'économie. Et c'est donc tout l'objet, dans cette dualité, ne pas les opposer, mais construire ensemble de façon intelligente, à la fois le sanitaire et l'économique. Alors l'étude de l'Institut Pasteur doit vous aider justement à construire cette stratégie, doit aider le gouvernement à construire cette stratégie. Que dit ce rapport de l'Institut Pasteur? 30 330 réponses de personnes ayant été infectées, c'est important. Il dit quoi, ce rapport? Il dit que 44% des personnes contaminées ont identifié la personne contaminante. 44%. Et quelle est cette personne contaminante? Le conjoint d'abord, peut-être les enfants, mais le milieu professionnel, les bureaux partagés par exemple, le covoiturage, le voyage à l'étranger, les restaurants, les bars, les salles de sport. Mais en revanche, pas particulièrement dans les bus, pas particulièrement dans les trams, dans les trains, pas en faisant ses courses. Ça doit nous aider justement à évoluer dans l'analyse et dans notre comportement général. Bien sûr. D'abord, il y a 3 études en fait qui sont importantes. Ça peut paraître curieux, mais on commence seulement maintenant avec ces études à savoir de façon très solide où, comment et avec qui on se contamine. On a cette étude en France. Ça, c'est en France. On a une étude qui est aux États-Unis qui vient de sortir également. Et enfin, on a une étude en Angleterre qui évalue finalement les grandes décisions qui ont été prises, est-ce qu'elles servaient ou non à quelque chose. Donc, c'est en s'appuyant là, globalement, pour faire simple, ce sont où on se contamine, c'est les endroits où on enlève son masque. C'est les endroits où on mange et où on boit, en particulier, mais pas seulement, où on enlève le masque. Donc, c'est à l'extérieur. Et c'est à l'intérieur. La moitié des contaminations, à peu près, à quelque chose près, survient en intrafamilial ou en intra-amical. J'insiste là-dessus, parce que les décisions gouvernementales, les décisions qui peuvent être prises soit en France, soit à l'étranger, qui soulèvent, je le sais, beaucoup de discussions, elles n'entrent pas du tout dans le mode privé. Or, le mode privé, la contamination en intrafamilial et en intra-amical, eh bien, ça représente à peu près la moitié des contaminations. Donc, faisons attention sur ce type de contamination. Oui, je rappelle aussi cette autre étude, qui nous dit que le Covid-19 n'est pas une grippette, puisqu'il a tué 3 fois plus qu'une grippe habituelle et une grippe sévère. 3 fois plus. En revanche, il a tué beaucoup moins d'enfants et d'adolescents. Je regardais les chiffres aussi, c'est beaucoup moins d'enfants et d'adolescents. Bien, mais j'ai des questions sur la vaccination, Jean-François Delfrécy, parce que est-ce que nous ne risquons pas une vaccination inutile? Je vous dis cela parce que il y a ces mutations du virus qui muteraient. J'ai vu ce qu'annonçaient les Britanniques, le sud de l'Angleterre, les Britanniques auraient constaté que le virus avait muté. Est-ce que nous ne risquons pas une vaccination inutile? Est-ce que nous savons combien de temps
le vaccin est efficace contre le coronavirus? Alors, pour l'instant, on ne le sait pas. Est-ce que c'est une vaccination inutile? La réponse est non. C'est une vaccination qui va être utile. Je répète, pour que quand on s'interroge, je me ferai vacciner dès que je rentrerai et que je pourrai me faire vacciner. Moi aussi. Alors, les mutations du virus, elles existent depuis le début. Elles sont en général minimes. La mutation anglaise vient d'être décrite. Elle porte sur une partie du virus qui est justement la cible du vaccin, mais il n'y a pas d'interaction. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur l'apparition de ce virus mutant anglais. Oui, mais je suis vacciné au printemps. Je ne serai peut-être plus protégé à l'automne. Écoutez, parce qu'on ne connaît pas la durée de protection du vaccin. On ne connaît pas la durée. Cela dit, on sait par exemple qu'après une infection avec le Covid, on a observé quand même très peu de cas, une quinzaine dans la littérature mondiale, de gens ayant refait un Covid. Donc ça veut bien dire qu'après avoir fait la maladie, on a un système immunitaire qui vous protège en grande partie, peut-être pas totalement, mais en grande partie contre une deuxième infection. Et c'est le fondement même de la vaccination. Moi, sur la méfiance face à la vaccination, les vaccins en général protègent de maladies que les patients ne voient jamais. Mais là, pour la première fois, une des premières fois, le vaccin va protéger contre une maladie que tout le monde voit et que tout le monde craint. Est-ce que ça ne va pas faire taire un peu cette méfiance? Alors, on a déjà vu, par exemple, dans les grandes épidémies de méningite, il y a une quinzaine d'années, où on vaccinait en pleine infection, et on a vu que tout le monde se faisait vacciner. Moi, je pense que les choses vont évoluer. Qu'on est maintenant avec la première étape, et qui a été très bien décrite là récemment par Alain Fischer, par l'HAS, de vacciner les personnes les plus fragiles. C'est l'enjeu que nous avons maintenant. La deuxième question qui se pose, est-ce que ce vaccin joue-t-il contre la transmission du virus ? Voilà. Et là, c'est une vraie question sur laquelle nous n'avons pas encore la réponse. Est-ce qu'on aura cette réponse ? Oui, on aura cette réponse. Quand est-ce qu'on va avoir cette réponse ? On l'aura probablement d'ici le mois de mars ou d'avril. On aura des données. On saura si une personne vaccinée peut transmettre le virus ou pas. Peut transmettre ou pas. On aura une série. Ça, c'est très important. On aura une série de données. Et évidemment, c'est essentiel, cette notion-là, pour la vaccination en population générale. La vaccination des personnes les plus fragiles, c'est pour elles-mêmes, c'est pour éviter une surmortalité liée à cette pathologie. La vaccination en population générale, c'est pour lutter contre la circulation du virus. Deux dernières questions. Vous avez vu, il y a une députée UDI qui s'appelle Valérie Six qui propose la mise en place d'un passeport vert pour les personnes vaccinées qui leur permettrait de se rendre au théâtre, au cinéma, dans un restaurant. Cette mesure a été mise en place en Israël, apparemment. Ça a un intérêt ou pas ? Je viens de vous répondre, c'est-à-dire que il est urgent d'attendre, mais il est urgent d'attendre si on sait s'il y a un rôle sur la transmission ou pas. Donc il faut attendre. Il faut attendre. Un mot sur l'Allemagne quand même. L'Allemagne qui n'est plus la bonne élève de l'Europe. Les chiffres sont catastrophiques en ce moment en Allemagne. Je crois que les dernières 24 heures, 813 morts, plus de 33 000, près de 34 000 nouveaux cas. Angela Merkel s'est heurtée aux Länder qui n'ont pas voulu que l'on soit plus strict. C'est une bonne leçon, non ? Non, mais ça montre, si vous voulez, qu'il faut sortir de notre paysage français et qu'on arrête de se tirer ce que j'appelle une balle dans le pied en permanence, que la France va finalement peut-être finir, je dirais, avec sa stratégie à un niveau comme les autres, que ce virus, il ne connaît pas de frontières, il touche l'ensemble de l'Europe. Vous parlez de l'Allemagne, mais il y a également la Suède. La Suède, c'est catastrophique. Qui vient de changer radicalement sa stratégie, qui était une stratégie s'appuyant sur l'immunité en population et en protégeant finalement relativement modérément les personnes âgées. La Suisse, qui est un pays aussi très bon élève, est dans une situation extrêmement difficile. Donc les États-Unis, n'en parlons pas. Donc ça montre, si vous voulez, que ce virus... il est très difficile à lutter avec uniquement des mesures de santé publique et que pourtant ces mesures de santé publique vont continuer à être essentielles dans les mois qui viennent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on aboutisse à une population vaccinale importante. Alors je ne voulais pas terminer sans une note d'espoir à propos des traitements.
Jean-François Delfrécy? Parce qu'il existe un nouveau traitement à base d'anticorps qui devrait arriver vers le mois de février, je crois, et qui permettrait quoi, Jean-François Delfrécy? Alors, ce sont des anticorps qui sont dirigés contre des parties du virus, qui sont fabriqués à partir de sérum de convalescents, mais qu'ensuite on travaille au laboratoire, et qui permettent de bloquer la multiplication du virus. Donc, elles auraient deux objectifs. Premièrement, traiter des formes, je dirais, un peu intermédiaires. Il faut encore prouver que c'est bien efficace. Ensuite, ces anticorps ont une durée de vie qui est très longue. Elle dure de 5 à 6 mois. Et on peut imaginer qu'en attendant que, par exemple, que le vaccin, qu'on aboutisse à une politique vaccinale très large, ou même chez les populations les plus âgées, qu'une injection d'anticorps puisse protéger pendant une période de plusieurs mois. Voilà, c'est un traitement préventif. On va avoir beaucoup d'innovations. C'est ça la très grosse différence de 2021 par rapport à 2020. C'est qu'on va avoir, et c'est normal, au bout de 9 mois, la médecine habituelle qui va reprendre le dessus sur les traitements, sur les nouveaux tests, sur les prélèvements salivaires, sur les prélèvements à domicile. On va avoir une série d'outils qui vont nous aider à mieux juguler l'épidémie en 2021, même si on reste dans une situation difficile. Et à vivre avec le virus, comme le disait Emmanuel Macron. À vivre avec le virus, mais attention jusqu'à l'été 2021. Merci, professeur Jean-François Delfrécy. Bonne fête à vous et bonne fête à toutes celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent le matin. Il est 8h55, vous êtes sur RMC et BFM TV.